Nous sommes à la fin du XXe siècle et, comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, la théorie ondulatoire de la lumière s'est imposée pour tous les physiciens. Que ce soit d'un point de vue expérimental avec les figures d'interférence de Young, de Fresnel, ou que ce soit d'un point de vue théorique avec les équations de Maxwell. Alors pourtant, il reste un phénomène qui est difficilement explicable par cette théorie. Ce phénomène, on le connaît depuis très longtemps. Il a été mis en évidence en 1839 par Antoine Becquerel et son fils Edmond, qui ont montré que des électrodes immergées dans un liquide éclairé à la lumière avaient des comportements électriques bizarres. Mais il a surtout été étudié par l'allemand Heinrich Hertz en 1885. Alors cet effet, tout le monde le connaît. Lorsqu'on éclaire une plaque de métal avec de la lumière, un rayonnement électromagnétique, sous certaines conditions, ce métal peut provoquer un courant électrique. Les applications dans notre vie de tous les jours sont très nombreuses. Ça va de l'ouverture automatique des magasins jusqu'à la cellule photovoltaïque du panneau solaire. Bref, c'est un effet qui est utilisé couramment dans notre vie moderne. Alors Hertz, qui est le papa des ondes hertziennes qui vont révolutionner les moyens de communication au XXe siècle avec la radio, la télé, il remarque que si on prend un morceau de métal et qu'on l'éclaire, on obtient un courant électrique, mais c'est assez bizarre. Avec de la lumière ultraviolette, on obtient effectivement un courant électrique, mais avec de la lumière rouge, rien du tout. Il fait des expériences, il remarque que pour chaque matériau, il y a un certain seuil de fréquence. En dessous de ce seuil, on n'observe rien. Au-dessus de ce seuil, on observe des étincelles, donc une sorte de courant électrique. La deuxième chose qui est bizarre, c'est que si on éclaire avec de la lumière rouge, et si on suppose que la lumière est une onde, on pourrait par l'analogie la comparer avec des vagues sur l'eau, chaque vague emportant son lot d'énergie. À un certain moment, même avec de la lumière rouge, la quantité d'énergie devrait être suffisante pour provoquer le phénomène. Eh bien non, ça ne marche pas. Alors il ne peut pas aller très très loin dans son explication pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas encore découvert l'électron. Il faut attendre 1897 avec l'anglais Joseph John Thomson qui met en évidence l'existence de l'électron avec ces fameux rayons cathodiques. Donc lui, il identifie ces étincelles de Hertz comme des électrons qui seraient arrachés au métal, arrachés par ce rayonnement électromagnétique. Et là, la physique tente d'expliquer cette expérience avec le modèle ondulatoire de la lumière. Mais c'est pas facile. Par exemple, si la lumière est une onde, si on augmente l'intensité de la lumière, ça voudrait dire en quelque sorte qu'on augmente l'énergie de cette onde. Toujours avec les vagues, ça serait des vagues avec beaucoup d'énergie. Donc on pourrait penser que les électrons qui vont être arrachés ont plus d'énergie cinétique, plus de vitesse. De même, toujours si la lumière est une onde, en augmentant la fréquence, avec l'analogie des vagues, ça voudrait dire les vagues arrivent plus nombreuses en moins de temps, eh bien on devrait logiquement arracher plus d'électrons au métal. Or, quand on fait l'expérience, il se produit exactement le contraire. Lorsqu'on augmente l'intensité de la lumière, les électrons arrachés n'ont pas plus d'énergie, mais sont plus nombreux. Et lorsqu'on augmente la fréquence de la lumière, il n'y a pas plus d'électrons arrachés, mais chacun d'entre eux a plus d'énergie cinétique. Bref, la théorie ondulatoire ne permet pas du tout d'expliquer ce phénomène. Alors il faudra attendre 1905 pour avoir la solution à ces problèmes. Celui qui l'apporte, c'est un jeune Allemand du nom d'Albert Einstein, et il publie cette année-là 4 articles révolutionnaires. Je vous invite à consulter ma vidéo sur ce sujet. Un de ces 4 articles concerne les quantas de lumière et fait suite aux travaux de Planck et résout un des grands problèmes du 19e siècle qui était la catastrophe ultraviolette. Alors je ne vais pas revenir là-dessus, mais dans les hypothèses, il y a le fait que la lumière est constituée de grains et chacun de ces grains de lumière a une énergie proportionnelle à la fréquence. Il sort cette magnifique formule E égale h nu, h étant la constante de Planck.
Alors ces grains de lumière, plus tard, on les appellera des photons. Bon, et bien ça explique complètement l'effet photoélectrique. Chacun de ces photons va arracher un électron du métal. Einstein fait l'hypothèse que pour arracher ces électrons, il y a une certaine énergie seuil. Alors plus tard, on appellera cette énergie une énergie de liaison. À cette énergie seuil correspond l'énergie du photon, E égale h nu, donc une fréquence seuil. Donc ça explique très bien le fait qu'il faut une fréquence minimum pour pouvoir arracher un électron. Alors ensuite, si on augmente l'intensité lumineuse, on augmente le nombre de photons. Et donc par conséquent, on augmente le nombre d'électrons arrachés. Ça correspond encore une fois à ce qu'on observe expérimentalement. Et si maintenant on augmente la fréquence d'un photon, qu'est-ce qui se passe? On augmente son énergie. Une partie de cette énergie est transmise à l'électron pour l'arracher, c'est l'énergie de liaison, et le surplus d'énergie est transféré à l'électron sous forme d'énergie cinétique. Donc augmenter la fréquence, ça augmente l'énergie cinétique de l'électron. C'est encore conforme à l'expérience. Alors Einstein vient tout simplement de nous ressortir un aspect corpusculaire de la lumière. Malgré tout, ça ne satisfait pas tout le monde. Tirer un trait sur le succès du modèle ondulatoire de la lumière, c'est pas facile pour tout le monde. En particulier, il y a un Américain qui s'appelle Millikan, qui va passer plusieurs mois à faire des expériences sur l'effet photoélectrique, parce qu'Einstein n'en faisait pas, bien évidemment, il se contentait d'écrire des formules, et Millikan veut mettre en défaut la théorie d'Einstein. Au bout de plusieurs mois, il est bien obligé de se rendre à l'évidence, Einstein a raison. Einstein obtient le prix Nobel de physique en 1921 pour ses travaux sur les quantas de lumière et sur l'effet photoélectrique. Bon, entre 1905 et 1921, on voit bien que cette formule E égale h nu, elle n'est pas passée comme une lettre à la poste. Il y a eu de la résistance, et pas par n'importe qui. Max Planck, un des plus grands physiciens de l'époque, alors qu'il écrit une lettre de recommandation pour Albert Einstein en 1913 pour qu'il puisse intégrer l'Académie des sciences de Berlin, dans sa lettre, il écrit les mots suivants. En bref, on peut dire que parmi les grands problèmes dont la physique moderne abonde, il n'en est guère que Einstein n'ait marqué de sa contribution. Il est vrai qu'il a parfois manqué le but lors de ses spéculations, par exemple avec son hypothèse des quantas lumineux. Mais on ne saurait lui en faire reproche, car il n'est pas possible d'introduire des idées réellement nouvelles, même dans les sciences les plus exactes, sans parfois prendre des risques. 1913. 8 ans après 1905. 8 ans après la publication de l'article. Alors pourquoi cette formule déstabilise tout le monde? Bien déjà, elle remet à la lumière, si je puis m'exprimer ainsi, cette vieille idée corpusculaire de Newton. Or, on était bien content de s'en être débarrassé au XIXe siècle. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment une théorie corpusculaire. Parce que si on regarde bien la formule, il y a une énorme contradiction. E, c'est l'énergie d'un photon, donc d'une particule. Donc E, ça correspond au modèle particulaire. Mais H nu c'est une fréquence d'une onde. Donc en fait, dans cette formule, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect ondulatoire avec la fréquence nu, et il y a l'aspect corpusculaire avec l'énergie du photon. Einstein, il n'est pas bête, il sait ce qu'il fait. En fait, il vient de soulever un lièvre qui va rendre fous les meilleurs physiciens tout au long du XXe siècle et encore de nos jours. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. La lumière, elle peut se comporter comme une onde, quand il s'agit par exemple des fans de Young, des phénomènes de diffraction, et elle peut aussi se comporter comme des particules quand il s'agit de l'effet photoélectrique. La lumière a deux aspects. Alors peut-on à la fois être une chose et son contraire? Ou peut-on être les deux à la fois? Ou peut-être même, peut-on être une troisième chose, différente des deux premières? Je trouve que la métaphore du cylindre est pas mal. Si vous regardez ce cylindre, si on fait son ombre, dans ce plan, on va obtenir un cercle et quelqu'un qui habiterait dans cet espace à deux dimensions
pourrait, en regardant l'ombre, penser que cet objet est une sphère. Mais quelqu'un qui habiterait dans ce plan à 2 dimensions, lui verrait un rectangle et penserait à un objet parallélépipédique. Alors en fait, on voit bien que c'est ni l'un ni l'autre, c'est un cylindre. Eh bien la lumière, il va falloir s'y faire. Elle a des aspects corpusculaires, elle a des aspects ondulatoires, mais c'est certainement ni l'un ni l'autre. 1924, une très grande année pour la physique quantique. Il va y avoir un bouleversement, un changement total de paradigme avec le physicien français Louis-Victor de Broglie. Alors qui c'est Louis-Victor de Broglie? Il vient d'une vieille famille noble française, il a le titre de prince, me demandez pas pourquoi, et au départ, personne n'aurait pu s'imaginer qu'il allait avoir ce destin en physique quantique. Pourquoi? Eh bien parce qu'il commence ses études en obtenant une licence d'histoire à 18 ans. Mais il se trouve que son grand frère, Maurice de Broglie, était un grand physicien, spécialiste des rayons X entre autres et du rayonnement radioactif. À ce titre, il fréquentait les plus grands, Jean Perrin, Albert Einstein, Poincaré. Et il était même le secrétaire général du congrès de Solvay. Alors, ce congrès de Solvay, je vous en ai déjà parlé, c'est un congrès qui est organisé périodiquement par un riche industriel belge passionné de physique. Il rassemble tous les plus grands physiciens du moment pour les faire discuter entre eux afin de faire progresser la science. Donc évidemment, quand il y a Albert, Poincaré, Lorentz, Marie Curie qui viennent boire le café à la maison, qui déambulent dans le salon, ça ne peut pas laisser indifférent. Le jeune Louis, il se passionne pour leurs discussions et il laisse tomber l'histoire et il se met à étudier la physique. Il obtient une licence en 2 ans et il poursuit dans la recherche théorique. Alors Louis, c'était un personnage fort sympathique. Oui, je sais, vous allez me dire, Boissac, comment tu peux savoir que Louis de Broglie était un personnage sympathique? Eh bien, je le sais. Parce qu'il se trouve que mon grand-père, qui fut entre autres marchand de bois, alors que je faisais mes études en physique, il me dit un jour, « Ah, Fredo, j'ai connu un grand physicien, je lui livrais du bois chaque année, et quand on avait fini, il nous invitait à boire le café dans le salon, on discutait avec lui, il était fort sympathique. » Je dis, « Ah bon, qui c'était ce grand physicien, Pépé ?»« Ah, c'était un noble, il s'appelait Louis de Broglie. » Je dis, « Comment ? J'hallucine. Pépé, t'as connu Louis de Broglie ?» Alors il m'est quelquefois agréable de penser que ma famille a participé au progrès de la science moderne en chauffant l'un de ces grands hommes. La formule de Broglie est magnifique par sa simplicité et surtout par tout ce qu'elle sous-entend. Lambda égale h sur p. Alors lambda, c'est une longueur d'onde, h, c'est la constante de Planck, p, c'est ce qu'on appelle la quantité de mouvement. Pour une particule non relativiste, c'est sa masse multipliée par sa vitesse. Que veut dire vraiment cette formule? Et surtout, pourquoi cette formule? Alors le mieux, c'est de laisser parler de Broglie lui-même. Voilà ce qu'il disait. Mon idée essentielle était d'étendre à toutes les particules la coexistence des ondes et des corpuscules découverts par Einstein en 1905 dans le cas de la lumière et des photons. En gros, Einstein, avec cette dualité, il a suggéré que la lumière pouvait avoir un aspect ondulatoire et un aspect corpusculaire, mais ces particules de lumière, elles sont quand même un petit peu spéciales. En effet, ces photons n'ont pas de masse. Or, la matière, à l'époque, telle qu'on se l'imaginait, on est au début du XXe siècle, dans l'imaginaire collectif, c'est des petites boules qui ont une masse, une consistance. Donc ces photons, finalement, est-ce vraiment de la matière? Alors pour de Broglie, la réponse est évidente, oui, les photons sont de la matière, mais il va même plus loin. Tout ce qu'on appelle matière jusqu'alors, les électrons, les protons, les atomes, toutes ces particules qui ont une masse, toutes ces particules matérielles, il n'y a aucune raison qu'elles ne se comportent pas exactement de la même façon que les photons et qu'elles n'aient pas aussi un aspect ondulatoire. Donc si on examine cette formule, on voit bien que lambda, ça correspond à une onde, c'est une longueur d'onde.
Ça traduit donc l'aspect ondulatoire de la matière. Et P, c'est la masse fois la vitesse. La masse étant associée à la notion de particules, telle qu'on se les représentait à l'époque. MV, c'est l'aspect corpusculaire de la matière. Alors on voit bien qu'avec De Broglie, tout est chamboulé. La matière, ça ne peut plus être ces petites boules qui ont une consistance. C'est autre chose. Cette dualité onde-corpuscule, elle s'étend du photon à l'électron et à toutes les particules. Alors plutôt que de parler de particules, plutôt que de parler d'ondes, je vais utiliser jusqu'à la fin de cette vidéo une appellation souvent utilisée, je vais parler d'objet quantique. Donc un objet quantique, c'est quelque chose qui a un aspect ondulatoire et un aspect matériel, corpusculaire, mais qui n'est ni une onde, ni un corpuscule. Comme toute notion révolutionnaire, ça met du temps à passer dans les esprits. Et il faudra attendre 3 ans pour que les Américains Davison et Germer mettent au point une expérience spectaculaire dans laquelle ils vont diffracter des électrons. Diffracter des particules, ça s'était jamais vu. Ce qui montre bien que les électrons ont un aspect ondulatoire. 1929, Louis de Broglie obtient le prix Nobel de physique pour cette nature ondulatoire des électrons. Bon, ok, les électrons, ce sont des objets quantiques, on peut les diffracter. On devrait donc naturellement pouvoir aussi faire des interférences avec des électrons. Alors le premier à faire des interférences avec les électrons avec une expérience de type von de Jung, c'est le physicien allemand Klaus Johnson en 1961. Là vous pouvez voir la photo historique de ces interférences. On observe bien les franges d'interférence. Donc encore une fois, on confirme la nature ondulatoire des électrons. Alors en 1963, le grand physicien américain Richard Feynman, avec son humour habituel, dit la chose suivante. Il y a au moins une simplification, les photons se conduisent exactement de la même manière que les électrons, ils sont tous dingues. Et dans un de ses livres de cours destinés à ses étudiants, il propose l'expérience de pensée suivante. Que se passerait-il si au lieu d'envoyer un flux continu d'électrons, ou de photons, d'objets quantiques, les électrons quantiques étaient envoyés un par un sur les formes de Young. Alors il a une réponse très surprenante. Il dit, même en les envoyant un par un, on devrait à la fin obtenir des franges d'interférence, comme si l'électron passait par les deux fentes en même temps et interférait avec lui-même. Bon, toute la nuance va être dans le « comme si ». Alors évidemment, on est en 1963, faire des générateurs d'électrons un par un, et encore pire, des générateurs de photons un par un, c'est complètement impossible technologiquement à l'époque. On va bien tenter de faire des générateurs de photons et d'électrons atténués, par exemple en diminuant l'intensité lumineuse, de manière à envoyer le moins de photons possible, mais ils sont toujours émis par paquets, et jamais un par un. Il va falloir attendre une vingtaine d'années avant de pouvoir faire ce genre d'expérience. Ces expériences fabuleuses vont être réalisées dans les années 80 du XXe siècle. En 1985 pour les photons, avec Alain Aspect, un Français, et ses étudiants ainsi que d'autres chercheurs. Et en 1989 pour les électrons, avec une équipe d'Hitachi, fabricant de microscopes électroniques. Les résultats de ces expériences sont les mêmes que ce soit pour les électrons ou pour les photons. Je vais donc vous les présenter de manière générale, en parlant plutôt d'objets quantiques, comme je l'ai dit précédemment. Pour la petite histoire, j'ai eu le privilège de rencontrer M. Alain Aspect en 2017, qui venait présenter ses expériences à mes élèves de terminale. Du coup, j'avais préparé un tas de questions, et quand je suis arrivé à la fin de la conférence pour lui poser ces questions, avec l'émotion, les mots sont restés noués dans ma gorge, et j'ai balbutié une phrase complètement incompréhensible. Il m'a regardé bizarrement, il m'a dit merci, et puis je ne l'ai plus jamais revu. Alors il faut que vous sachiez que c'est un immense expérimentateur qui, outre cette expérience très connue, a été le premier
à mettre en évidence un autre phénomène de physique quantique très déstabilisant qu'on appelle l'intrication. Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Observons maintenant ces expériences dans le détail. Il s'agit de l'expérience d'Alain Aspect, donc des interférences avec des photons envoyés un par un, et je me suis permis de prendre quelques diapositives qu'il a présentées dans une conférence à l'université de Rennes il y a quelques années. Alors c'est une expérience du type des Fang-Young, les photons sont envoyés un par un sur le système, sauf que c'est une version un petit peu plus moderne et il utilise en fait ce que l'on appelle un interféromètre de Mach-Zehnder. Alors c'est exactement le même principe. Plutôt que de passer par les deux trous, eh bien on a deux chemins différents avec un système de miroirs semi-réfléchissant. Alors il envoie les photons un par un et on les voit bien arriver sur l'écran un par un. Donc ce que l'on voit, ça correspond bien à une nature corpusculaire de la lumière. Chaque impact correspondant à un photon, à un corpuscule. En dessous, un graphique indique le nombre d'impacts. Et petit à petit, au miracle, la prédiction de Feynman s'avère tout à fait exacte. On voit se dessiner une figure d'interférence, qui elle, comme je vous le rappelle, est par nature associée aux ondes. Alors c'est complètement délirant. Dans la même expérience, la nature corpusculaire de la lumière est mise en jeu par ses impacts, et sa nature ondulatoire est mise en évidence par ses franges d'interférence. Si c'est un photon, il passe par une fente ou par l'autre, par un chemin ou par l'autre, et en quelque sorte, il faudrait qu'il ait la mémoire de par où est passé son prédécesseur en se disant « Tiens, lui, il est passé par là, moi je vais passer par ici » pour que ça dessine une frange d'interférence. C'est complètement délirant. Alors une petite remarque, c'est que si on bouche l'une des deux fentes, si on supprime un des deux chemins, si vous voulez, il n'y a plus de figure d'interférence. C'est le fait que le photon ait deux choix possibles qui fait que l'ensemble des photons va dessiner une figure d'interférence. Où va-t-on? Alors Alain Aspect et son étudiant Philippe Granger, ils décident de pousser l'expérience encore plus loin. Ils ont réalisé ce qu'on appelle des détecteurs à coïncidence qui permettent de savoir précisément quel chemin a suivi le photon. Et ils placent deux détecteurs pour vérifier un par un le passage de chaque photon. Et là, ça devient complètement délirant. À partir du moment où ils placent les détecteurs pour savoir quel chemin empruntent les photons, eh bien, il n'y a plus d'interférence. Le simple fait même de savoir si c'est un photon qui est passé par telle fente, ou qui a pris tel ou tel chemin, détruit les interférences. On peut se poser la question suivante. Comment Richard Feynman, 20 ans auparavant, il a pu prévoir le résultat de telles expériences? Alors certes, il nous a bien dit que les électrons et les photons étaient tous dingues, mais comment a-t-il pu prévoir qu'on allait obtenir une figure d'interférence en envoyant les photons un par un? Alors pour avoir un début de compréhension à toutes ces expériences, il faut revenir en arrière, à un des pères fondateurs de la physique quantique, le Danois Niels Bohr. En 1927, il a énoncé ce qu'on appelle le principe de complémentarité, qui est un des principes de base de la physique quantique et plus exactement de ce qu'on appelle l'école de Copenhague. Alors quel est-il? Dans sa version simple, ce principe de complémentarité, on pourrait le résumer comme ceci. Il nous dit qu'un objet quantique, bien qu'il ait deux aspects, corpusculaire et ondulatoire, on ne pourra jamais le voir simultanément dans ces deux aspects. Soit on verra l'un, soit on verra l'autre. L'objet quantique, il est défini par une fonction d'onde qui correspond en quelque sorte à une onde de probabilité. Dans cette petite simulation, on voit assez bien ce qui se passe. L'onde de probabilité, représentée ici en rouge, passe par les deux fentes. Elle correspond à la probabilité de présence de l'objet quantique. En fait, tout se passe en gros comme si cet objet quantique pouvait passer par tous les endroits à la fois, avec une certaine probabilité. Lorsque cette onde arrive au niveau de l'écran, il se passe quelque chose de très connu et bien décrit par la mécanique quantique. Il y a effondrement de la fonction d'onde. En fait, c'est une mesure. Tout se passe comme si on demandait à l'objet quantique « Où te trouves-tu » La fonction d'onde se réduit brutalement en un point qui correspond à la position de l'objet quantique. Tout ça, c'est prévu par la théorie de Bohr et son école de Copenhague.
Alors ce qui est génial, c'est que ces objets quantiques, ils arrivent un par un, ils s'effondrent au niveau de l'écran, mais à la fin, on obtient une figure d'interférence, exactement comme ce qu'avait prédit Feynman. Bon, alors que se passe-t-il maintenant si on essaie de savoir par quelle fente passe l'objet quantique? On met des détecteurs. C'est ce qu'a fait Alain Aspect. Eh bien, ces détecteurs, en fait, ils provoquent une mesure. Ils obligent l'objet quantique à nous dire par quelle fente il passe. Et l'effondrement de la fonction d'onde se produit au niveau de la fente. Ce qui fait que l'objet quantique ne passe plus par les deux fentes à la fois, et il n'y a plus d'interférence. Le fait d'observer l'objet quantique force son destin, l'oblige à se localiser et détruit les interférences. Voilà ce que Alain Aspect a mis en œuvre expérimentalement. C'est tout simplement génial. Alors on voit bien que dans la physique quantique de cette école de Copenhague, l'observateur a un rôle crucial. Le simple fait de vouloir observer les choses les modifie profondément dans leur nature. Bon, à ce stade, j'ai dit à peu près tout ce que je savais, et je pense que vous n'avez pas tout compris. Alors je vous rappelle la citation de Feynman que j'avais énoncée dès le début de ces 3 vidéos. Je pense pouvoir dire, sans trop me tromper, que personne ne comprend la mécanique quantique. Donc si vous n'avez rien compris, rassurez-vous, un des plus grands physiciens de la physique quantique était dans la même situation. Alors avant de nous quitter, encore quelques mots sur cette physique quantique qui doit vous paraître bien étrange. Je ne voudrais surtout pas qu'à l'issue de ces 3 vidéos, vous pensiez la chose suivante. Oh, la physique quantique, c'est un truc de physicien fou, c'est juste de la masturbation intellectuelle, mais ça sert à rien. C'est faux. Complètement faux. La physique quantique, non seulement c'est une des plus belles théories physiques de l'histoire des hommes, mais en plus, elle a un succès industriel énorme. On lui doit, par exemple, le laser, qu'on trouve à tous les étages, le transistor, qui a envahi l'électronique, les circuits intégrés, qu'on trouve dans tout appareil électronique. Aujourd'hui, en 2020, que vous soyez cueilleur de fraises ou même secrétaire d'État, vous avez, il y a de fortes chances, un téléphone portable dans votre poche dont le circuit intégré ne doit son fonctionnement qu'à la physique quantique. Sans cette dualité onde-corpuscule, pas de téléphone portable. Dans le futur, il y a fort à parier que les prochaines révolutions technologiques vont être dues là aussi à la physique quantique. Je pense par exemple à la cryptographie quantique, à l'ordinateur quantique. Bref, non seulement c'est une très belle théorie, mais elle est redoutablement efficace. Alors avant de nous quitter, je voudrais évoquer avec vous un débat qui a fait rage tout au long du XXe siècle entre Niels Bohr, un des pères fondateurs de la physique quantique, et Albert Einstein, le père de la relativité. Bon, les deux hommes se respectaient énormément. C'était juste un débat d'idées. Mais quand même, il a quelquefois été assez violent. Niels Bohr représente ce que l'on appelle l'école de Copenhague. Pour lui, ces étrangetés de la physique quantique, elles sont intrinsèques à la nature. Elles sont la nature. Si l'homme a du mal à les appréhender, c'est tout simplement parce que biologiquement, on n'est pas fait pour les comprendre. En gros, c'est un petit peu comme si vous aviez un poisson rouge, vous décidez de lui apprendre à résoudre les équations du second degré. Eh bien, même si votre poisson rouge est plein de bonne volonté, vous pouvez me croire, ça va être très difficile, voire impossible, de lui apprendre à résoudre ces équations. Si vous voulez, le contenu dépasse le contenant. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution aux équations du second degré. Ça veut dire que votre poisson rouge ne peut pas résoudre des équations du second degré. Pour Niels Bohr, nous serions en quelque sorte les poissons rouges de la nature. Alors pour Albert Einstein, évidemment, il ne voit pas les choses du tout de cette façon. Déjà, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas du tout, c'est le fait que l'observateur fixe la mesure. On l'a vu tout à l'heure, lorsqu'on veut par exemple déterminer la position d'un objet quantique, on va utiliser un instrument de mesure, mais avant de la faire cette mesure, cet objet quantique, c'est une onde de probabilité. En gros, il peut être à plein d'endroits différents. Et c'est lorsqu'on fait la mesure qu'il y a réduction du paquet d'ondes et que l'on peut dire l'objet quantique se trouve à cet endroit.
Avant la mesure, l'objet est un peu partout à la fois. Albert Einstein avait une phrase très jolie pour évoquer son désarroi. Il disait « J'aime à penser que la Lune est là, même lorsque je ne la regarde pas. » Le deuxième truc qu'Albert Einstein n'aimait pas du tout, c'est le fait que le hasard intervienne dans ces mesures. En effet, toujours, cet objet quantique, s'il est un petit peu partout à la fois, ça veut dire qu'il a plusieurs positions possibles, qui sont associées à des probabilités. Lorsqu'on fait la mesure, c'est un peu le hasard qui va nous dire la particule est là. Un hasard lié aux probabilités, certes, mais un hasard quand même. Pour Bohr, ce hasard, il est intrinsèque à la nature. C'est un hasard quantique. Pour Einstein, non, c'est trop. Il dit un jour à Niels Bohr, « Dieu ne joue pas au dé ». Et Niels Bohr lui répond très finement, « Mais qui êtes-vous, Einstein, pour dire à Dieu ce qu'il a à faire ?» Alors on le voit bien, pour Einstein, cette physique quantique, bien que ça soit une très belle théorie dont il est d'ailleurs un des pères fondateurs avec ses quantas de lumière, il ne faut pas l'oublier, eh bien pour lui, les étrangetés de cette belle théorie prouvent simplement qu'elle est incomplète. Alors qui a raison entre ces deux géants? L'avenir nous le dira peut-être. Voilà qui conclut ces 3 vidéos sur la dualité onde-corpuscule. Si elles vous ont plu, je vous invite à me laisser un petit commentaire sur YouTube et à cliquer sur le pouce. À bientôt!